Bonjour, c'est le 100e briefing et me voici de retour. Voilà, le président Chenesso étant à Paris avec Pavel Chinsky pour le 100e briefing. En tant que président honoraire, j'ai décidé de remplacer Gilles et je le fais avec, vous voyez, Anne Coldefi qui est à mes côtés. En bout de table, mais Anne Coldefi qui va nous faire une intervention particulière pour ce 100e briefing euh, en fin de en fin de session sur l'avenir des relations culturelles entre la France et la Russie. Mais auparavant, sur nos briefings, je voulais dire que c'est une mauvaise nouvelle en un sens que l'on fait le 7e briefing parce que ça veut dire que la situation en Ukraine continue. On vous avait dit qu'on continuerait tant que cette opération spéciale serait et on a tenu promesse. Ça fait 9 mois maintenant que nous faisons des briefings toutes les semaines. Euh, nous, euh, on nous dit qu'on n'entend rien, qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous pouvez confirmer? Non, aucun problème. Très bien, merci. Donc, on est désolé en un sens d'avoir effectivement ce 100e briefing, mais d'un autre côté, on vous a toujours dit qu'on resterait à vos côtés tant que cela durera et on le fait. Voilà. Donc, je voudrais remercier infiniment Arnaud et Igor qui ont été là fidèlement pendant ces 100 briefings et qui ont fait un travail absolument formidable d'information. Je crois que sans eux, nous n'aurions pas pu vous tenir au courant de l'évolution de la situation et surtout vous rassurer en un sens, par moment vous inquiéter, mais vous dire la vérité et vous dire en tout cas ce que l'on ressent ici en étant présent à Moscou. Donc Arnaud, c'est à toi. Merci encore pour tout ce que tu as fait durant ces 100 briefings, Arnaud. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est bien normal, c'est mon travail. Je crains aujourd'hui de ne pas avoir de nouvelles rassurantes, ni de bonnes nouvelles de façon générale. Euh, S'agissant d'économie, quelques chiffres qui ont été publiés par Rostat, donc l'agence officielle de statistique, à propos de la production industrielle, qui a reculé de 2,6% en octobre en glissement annuel. Alors, c'est un peu moins qu'en septembre. En septembre, c'était moins 3,1. Que voit-on lorsque l'on analyse plus en détail les secteurs d'activité? On voit que l'extraction de gaz naturel est en chute de 20%, ce qui est assez logique. Gazprom a des problèmes pour exporter vers ses marchés traditionnels et ça se répercute sur la production. Autres petits signaux intéressants, les vêtements et produits finis métalliques hors automobile et équipement affichent une hausse de près de 12% et de près de 5%. Et les économistes russes attribuent cette tendance aux commandes de l'armée. Euh, Gazprom, qui envoie une cargaison de GNL produite depuis son site en Baltique, en Grèce. C'est intéressant à deux titres. D'abord parce que la Grèce reçoit également du gaz russe par tube. Et surtout, ça montre que Gazprom cherche, avec beaucoup de retard, avec beaucoup de difficultés, à investir le marché du GNL, avec beaucoup de retard sur son concurrent Novatek. Donc, dans ce contexte où les tubes vers l'Europe ont explosé, où le transit par l'Ukraine reste à un niveau bas, Gazprom, sur des volumes certes limités, mais essaie de diversifier et d'utiliser de nouveaux outils d'exportation. Enfin, la Douma d'État qui a adopté le 23 novembre un texte qui fixe à 14 000, un peu plus de 14 000 roubles, c'est-à-dire environ 230 euros, le minimum vital pour 2023. Et ce montant sert notamment à calculer le montant de certaines prestations sociales. Alors, quelques mots de politique, de société. Hier, 23 novembre, un tribunal de Moscou qui a prolongé jusqu'en mai prochain la détention préventive de l'opposant Ilya Yashin, qui est accusé d'avoir diffusé de fausses informations sur l'armée russe et d'avoir incité à la haine. Ce sont des chefs d'accusation passibles de 10 années de prison. M. Yashin est un personnage bien connu, c'est l'un des derniers
militant d'opposition dite hors système qui était toujours en Russie, qui jusqu'à une date récente était toujours en liberté, ce n'est plus le cas. On connaît sa proximité historique avec M. Nemtsov, avec Alexei Navalny. Et par ailleurs, il faut mettre ce procès, cette affaire judiciaire, en parallèle avec une autre qui n'avait pas été très médiatisée en Occident et en France. Elle concernait un autre élu municipal de Moscou, M. Gorinov, qui a été condamné en juillet à 7 années de prison ferme pour les mêmes raisons, en tout cas pour les mêmes chefs d'accusation. L'autre actualité politique du jour qui fait du bruit, elle, en revanche, en Occident, c'est l'adoption ce matin par la Douma d'État, par 397 voix pour, 0 voix contre, d'une loi sur, je cite, la propagande LGBT. Il s'agit d'interdire, plus encore, puisque ça l'était déjà en réalité, ce que les législateurs russes considèrent comme la propagande LGBT. Il faudra voir évidemment. Alors, le signal politique était très compréhensible, hein, ça s'inscrit dans une tendance qui vient de loin. Il faudra voir si ça veut dire de nouvelles restrictions et surtout comment ce sera interprété. Est-ce que la simple mention de l'existence, je cite, de relations non traditionnelles sera passible de poursuite ou pas? Et on en revient à mon propos de lundi dernier, l'émoi des éditeurs russes qui s'inquiétaient de la lecture qui pourrait être faite, de l'interprétation et l'application qui pourrait être faite a posteriori et de façon rétroactive de ce texte. Et enfin, non pas une actualité, plutôt un événement à venir qui s'annonce assez important d'un point de vue politique, symbolique, qui veut dire quelque chose de l'atmosphère actuelle à Moscou. C'est la rencontre en cours de préparation qui devrait se tenir d'ici dimanche entre Vladimir Poutine et des maires de soldats et de mobilisés. C'est un signal. Si Vladimir Poutine rencontre des maires de soldats et de mobilisés, ça veut dire qu'il y a un sujet. Ça veut dire qu'il y a sans doute des capteurs qui ont fait remonter des choses jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et par ailleurs, cette préparation, enfin cette rencontre à venir donne lieu à beaucoup d'articles, d'interprétations, et certains se font l'écho d'une très grande sélection des futurs invités, et en tout cas d'un événement qui sera très préparé, très jalonné, encore une fois, parce que manifestement, c'est un sujet important. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Arnaud, juste sur les mères de soldats, c'est un mouvement très puissant en Russie. On l'avait vu durant les guerres de Tchétchénie et à d'autres moments. Donc, elles ont une véritable influence, même si la réunion est préparée et jalonnée. Cette session sera suivie par de nombreuses mères de soldats, j'imagine. Oui, effectivement. Alors, il y a une organisation, les comités de mères de soldats, qui effectivement ont été créés dans les années 90, très actifs pendant les 2 guerres de Tchétchénie. Alors, l'une des différences avec les années 90, c'est qu'aujourd'hui, officiellement en tout cas, on a vu au mois d'avril avec l'affaire du croiseur Moscou, il y avait quelques surprises, mais en principe, il n'y a pas d'appelés sur la ligne de front. Ce sont des maires de mobilisés ou éventuellement d'officiers ou de soldats sous contrat. Mais bon, le sujet reste sensible au sein de la société, on le sait. Merci Arnaud. Alors, je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, notamment en matière diplomatique où il se passait pas mal de choses, d'ailleurs auprès de l'Union européenne aussi. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Alors je vais commencer par une information concernant l'OTSC dont il avait été brièvement question dans notre précédent briefing, puisque cette organisation, donc l'Organisation du traité de sécurité collective, a tenu son sommet à Yerevan hier. Alors c'est l'occasion de glaner les déclarations des différents chefs d'État des pays qui la composent, à commencer par le pays hôte, donc l'Arménie, et le Premier ministre arménien, M. Pachinian, qui, tout en relevant qu'on était dans le cadre d'une année de jubilé, 1992-2022, a néanmoins déploré le fait qu'il n'existait pas d'accord, encore moins de consensus entre les membres
concernant le sujet, je cite, de l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, fin de citation. Vladimir Poutine, de son côté, a reconnu qu'il y avait eu des dysfonctionnements au sein de l'organisation, mais néanmoins, selon lui, l'OTSC contribue à la souveraineté de ses membres. Alexandre Loukachenko, pour sa part, a émis contre lui une hypothèse en expliquant que si la Russie venait à s'effondrer, eh bien, l'OTSC serait recouverte par ses décombres, fin de citation, établissant ainsi un lien direct entre l'issue du conflit en Ukraine et la survie de cette organisation régionale. Enfin, le président kazakhstanais, fraîchement réélu, Kassym-Jomart Tokayev, a appelé à la recherche d'une solution collective pour résoudre justement le conflit en Ukraine. L'énergie, le sujet d'énergie que Arnaud a évoqué, et plus précisément la question du pétrole russe, puisque les pays du G7 comme l'Union européenne s'acheminent vers le plafonnement du prix du brut russe dans une fourchette comprise entre 65 et 70 dollars par baril. Alors, pour le G7, les choses semblent aller relativement facilement. En revanche, pour l'Union européenne, il y a des réticences puisque la Pologne et les pays baltes proposent, eux, un plafond bien plus bas puisqu'ils souhaiteraient plafonner le prix du baril dans une fourchette comprise entre 20 et 30 dollars par baril. L'idée étant de ramener le plus bas possible au niveau pratiquement du coût de production du pétrole russe qui est situé entre 20 et 25 dollars par baril, en gros, afin de faire, pour eux, dans leur logique à eux, le plus mal possible au budget fédéral russe. Des nouvelles de l'Union européenne, effectivement, puisque le Parlement européen a adopté hier une résolution qualifiant la Russie, je cite, d'État sponsor du terrorisme, fin de citation. Alors, c'est une résolution qui dispose avant tout d'un caractère consultatif. Elle n'a aucunement un caractère contraignant, puisque dans la législation européenne, il n'y a pas de définition du statut d'État sponsor du terrorisme. Alors, pour appuyer cette définition, le texte revient assez longuement sur de très nombreux sujets, j'allais dire, de contentieux entre l'Europe et la Russie, puisqu'on parle évidemment du conflit actuellement en Ukraine, avec les différents épisodes, comme l'épisode de la centrale nucléaire de Zaporojye, dont je vais reparler, la guerre de l'information menée par la Russie contre l'Ukraine, mais on revient même à bien plus loin dans le passé, puisqu'on reparle des guerres de Tchétchénie, on reparle de la guerre russo-géorgienne de 2008, de la déstabilisation du Donbass en 2014, l'épisode du MH17, de la Syrie, où la Russie est intervenue pour venir au secours d'un autre pouvoir présenté dans le texte comme étant lui aussi un pouvoir entre guillemets terroriste, et ainsi de l'affaire Skripal, enfin ainsi de suite. Tous les épisodes, j'allais dire tous les griefs sont évoqués, et le texte appelle à reconnaître comme organisation terroriste la société militaire privée Wagner d'une part, ainsi que le régiment Ahmad Kadyrov de la Rosgvardia. Sur les céréales, d'un développement plutôt positif, puisque l'accord sur les céréales a été reconduit officiellement pour 4 mois, ce dont s'est félicité Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, dans un tweet. Vladimir Poutine, lui, souhaiterait aller plus loin, puisqu'il s'est déclaré favorable à l'idée proposée par le conglomérat Uralchem de se tourner vers l'ONU pour réactiver, et l'Union africaine pour réactiver le pipeline entre Tolyatti et Odessa qui permet de faire transiter de l'ammoniac, donc des engrais, afin de pouvoir les exporter sur le marché mondial. Il y a un certain nombre de stocks d'ammoniac et d'engrais russes en général qui sont bloqués dans des ports européens du fait des sanctions, notamment européennes. En tout cas des conséquences des sanctions européennes, et le PDG d'Uralchem, M. Mazepin, proposait que l'État russe transfère des fonds à l'ONU et que l'ONU, avec cet argent, affrète des bateaux qui pourraient aller sans crainte de sanctions secondaires et de sanctions autres, sortir ces engrais des ports européens, notamment aux Pays-Bas, pour les exporter vers les pays et vers les clients. Par ailleurs, il était question de quoi d'autre? Oui, c'est donc ce sujet de l'ammoniac aurait été évoqué dans une réunion discrète qui se serait tenue aux Émirats arabes unis entre des représentants de la Russie et des représentants de l'Ukraine, par médiation donc émirienne, afin de discuter notamment de ce sujet des engrais, comme je disais, mais aussi de nouveaux échanges de prisonniers entre les belligérants. Et à cet égard, c'est une réunion qui se serait tenue il y a une semaine, le 17 novembre, et l'Ukraine aurait été représentée manifestement non pas par des Ukrainiens, mais par des représentants des services spéciaux américains
qui aurait donc mandat de parler au nom de l'Ukraine. Et pour terminer sur ce sujet des céréales, il y a eu un contact téléphonique cet après-midi entre Sergueï Shoigu et son homologue turc, M. Hulusi Akar, pour parler donc du deal des céréales, puisqu'on sait que c'est notamment un accord qui tient et qui tient beaucoup au canal militaire, puisqu'il y a un volet technique et un volet sécuritaire très prononcé dans sa mise en œuvre, qui doit faire intervenir les militaires russes, évidemment, mais également les militaires turcs. Il a aussi été question de la Syrie, mais ça, c'est un autre sujet. Je vous parle de l'AIEA brièvement, puisque c'est vrai que la nouvelle, je l'avais pas évoqué lundi, puisque Raphaël Grossi, le chef de l'AIEA, a tiré la sonnette d'alarme en début de semaine au sujet des tirs qui visent la centrale nucléaire de Zaporozhye. Il a expliqué, alors je cite Raphaël Grossi, que qui que soit celui à l'origine de ces tirs, il prend des risques considérables et joue avec la vie de très nombreuses personnes, fin de citation, sans expliquer qui était cette personne, sans la désigner, et en disant même qu'il était très difficile de désigner la personne à l'origine de ces tirs, en tout cas la partie à l'origine de ces tirs. La BERD, donc la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, a débloqué aujourd'hui une enveloppe de 372 millions d'euros, majoritairement destinée à soutenir l'opérateur énergétique ukrainien Ukrenergo, qui fait face à d'immenses difficultés pour rétablir le courant et réparer les infrastructures énergétiques dans le pays. Enfin, dernière nouvelle, nouveau paquet d'aide militaire américaine pour l'Ukraine, le 26e paquet en date, élaboré par la Maison-Blanche pour un montant de 400 millions de dollars, qui porte essentiellement sur des munitions pour les fameux systèmes HIMARS, des obus de 155 mm et des munitions pour les systèmes solaires livrés par les États-Unis. Ce sont des munitions et des systèmes, enfin tout ce qui va dans ce paquet finalement, qui sont prélevés sur les stocks de l'armée américaine en vertu du Presidential Drawdown Authority. On en est donc à 19 milliards de dollars d'aide militaire américaine à ce jour. Et à cet égard, on peut relever, parce que quand vous regardez le libellé de ce paquet d'aide militaire, tout est précisément indiqué, quel système, quelle quantité, etc. À cet égard, il est intéressant de relever une tendance, à savoir la diminution du nombre de munitions livrées par les États-Unis à l'Ukraine en volume. Et là, on parle plus précisément des obus au standard OTAN, 155 mm, pour tous les obusiers que les Américains ont livrés depuis février. Très schématiquement, au printemps, la fourchette était de 200 000 à 300 000 obus par paquet d'aide militaire. Aujourd'hui, pour celui d'octobre, on était à 98 000 et pour le présent paquet, on est à 21 000. C'est-à-dire que les stocks sont en train de se tarir petit à petit. Et les chaînes de production aux États-Unis vont probablement mettre du temps à regarnir ces stocks. Donc, on est vers finalement un phénomène un petit peu d'attrition de cette aide. Et un dernier chiffre pour que vous puissiez comparer à la fois ces volumes avec ce qui est consommé sur le champ de bataille. On estime aujourd'hui que l'Ukraine, certes tout calibre confondu, tire entre 4 000 et 7 000 obus par jour sur le champ de bataille. Donc, ça vous donne un peu une ordre de grandeur entre ce qui est livré et ce qui est consommé quotidiennement sur le champ de bataille. Voilà, Emmanuel. Merci. Merci beaucoup, Igor. Tu nous disais sur l'Union européenne, en fait, l'importance de ce qu'a voté l'Union européenne est toute relative. Alors, sur la reconnaissance de la Russie comme État terroriste, ça va pas. Parce que si les États-Unis le font, ça a beaucoup de conséquences, mais avec l'Union européenne, ça n'en a que très peu. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Effectivement, au-delà du symbole, de la dénomination qui est évidemment peu glorieuse, on va dire, il n'en demeure pas moins que concrètement, juridiquement, ça n'aura pas d'impact dans l'immédiat. Simplement, on franchit une nouvelle étape, j'allais dire, dans la dégradation des relations, enfin dans l'effondrement en fait, des relations entre l'Union européenne et la Russie. Cela dit, on peut imaginer que le projet, à moyen terme, c'est de faire travail de fond pour essayer, une fois de plus, comme cela est un but recherché par les Occidentaux en général, les Européens en particulier, de travailler à isoler un peu plus la Russie. Je parlais des nouveaux principes directeurs qui sont censés guider l'avenir de la relation entre l'Union européenne et la Russie la semaine dernière. Isoler la Russie faisait partie de ces manifestement futurs principes fondateurs des relations entre Bruxelles et Moscou. Donc,
si tu veux, c'est un peu la prolongation de cela. Sur les États-Unis, dire que ça a une importance, oui et non. Oui, parce qu'une fois de plus, se retrouver dans la liste des États sponsors du terrorisme aux côtés de la Syrie, de l'Iran, de la Corée du Nord, etc., une fois de plus, c'est pas forcément un bon point. Mais concrètement, vu les sanctions qui frappent déjà la Russie, ça n'a pas un impact supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà énormément d'entités sanctionnées, de personnes sanctionnées, d'entités des SWIFT, etc. Ça ne va pas non plus changer fondamentalement, me semble-t-il, la donne de ce point de vue-là. Oui, simplement pour répéter ce qu'on avait dit il y a quelques séances, hein, c'est que la Maison-Blanche, l'exécutif américain, donc, avait formellement exclu j'allais dire, de labelliser, si j'ose dire, la Russie comme État terroriste. Parce que, comme tu le rappelais, aux États-Unis, ça a des implications très directes, alors même que le Congrès américain, en tout cas certains élus au Congrès, demandent, comme au Parlement européen, que la Russie soit reconnue en tant qu'État terroriste. En tout cas, vous êtes nombreux à nous remercier pour nos briefings, et en tout cas pour la constance de nos briefings et pour la qualité. Donc, on vous remercie beaucoup parce que vous nous envoyez beaucoup de messages très gentils qui nous touchent, bien évidemment. On a quelques questions pratiques. On en a une de l'un de nos auditeurs qui nous dit qu'il a un souci pour payer ses intercos avec la France. La Banque de France comme HSBC France refuse nos paiements en roubles, pas de paiement en euros non plus. Nous sommes une grosse entreprise française, nos membres de la CCI, ce n'est pas grave. On ne comprend plus rien. Que pouvons-nous faire? En fait, les intercos, vous devez pouvoir les payer. Je ne sais pas dans quelle banque vous êtes en Russie, mais il y a tous les jours des paiements entre la France et la Russie, ou la Russie et la France. Je peux, ce qu'on a fait la fois dernière, que vous conseiller la banque de Lubac, qui est une banque locale qui travaille beaucoup avec les entreprises et avec lequel il est plus facile de faire des transactions. Ils sont spécialisés sur des transactions avec les pays compliqués et la Russie en est un. Donc, prenez contact avec la banque de Lubac en France et regardez avec qui vous faites vos transactions en Russie, mais que ce soit la Raiffeisen, Rosebank, paraît-il qu'il est très facile de faire des virements avec la Citibank en dollars. Donc, vous pouvez voir ça aussi de Russie. Alors, on a quelques questions aussi sur les LGBT. Alors, si je les résume, on nous demande qui décidera de ce qui est sous le coup de la loi anti-LGBT. Une question un peu pour toi, Anne. Quel classique de la littérature, du cinéma, de la chanson, etc. russe pourrait être interdit par la loi anti-LGBT? Les lois anti-LGBT pourraient-elles concerner les œuvres dont les auteurs-acteurs sont publiquement anti-LGBT sans que l'œuvre traite de ce sujet? Là, je ne suis pas sûr de bien suivre. Euh, la loi anti-LGBT pourrait concerner des œuvres d'art dont les auteurs-acteurs sont publiquement LGBT. Arnaud, tu veux commencer ou Anna? Est-ce que tu veux pour les classiques, pour l'instant, je n'ai pas réfléchi. De toute façon, c'est le genre de choses qu'on peut tourner n'importe comment, à sa façon, selon qu'on a envie ou pas d'interdire quelque chose. J'ai remarqué en revanche dans les vitrines des librairies, il y a quelque temps, un livre qui datait de la période soviétique sur des amitiés entre adolescents pendant l'été et qui était un livre qui avait énormément de succès. Personne ne pensait à rien de LGBT à l'époque et qui maintenant qui avait été réédité et qui était en vitrine, qui maintenant a été retiré des vitrines. Ça ne veut pas dire retiré de la vente, mais retiré des vitrines. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. Pour le reste, de toute façon, on peut toujours trouver chez Dostoïevski des choses pas très nettes. On peut trouver dans la biographie de Tolstoï des choses bizarres. Je veux dire, Tchaïkovski aussi, n'en parlons pas. Apourtine, qui était l'ami de Tchaïkovski, évidemment.
Gogol, on ne sait pas trop. Donc, on peut faire absolument ce qu'on veut. Je doute qu'on interdise la musique de Tchaïkovski, mais ne sait-on jamais. Ah, oui, si tu permets, je t'en prie. Président, on peut ne pas interdire sa musique, mais on peut, parce que ça, je l'ai vu, mais pas pour des raisons LGBT. Je l'ai vu en Europe occidentale il y a quelques mois, après le début de l'opération, une affiche qui indiquait le casse-noisette, qui annonçait le casse-noisette, et il y avait tous les noms des musiciens, du chef d'orchestre, des danseurs et tout, et il n'y avait pas le nom de Tchaïkovski. C'est pour revenir à l'une des questions que tu avais citées. Je crois que ce sera affaire évidemment d'interprétation et d'opportunité politique. C'est un nouvel outil répressif, il faut appeler les choses par leur nom, et qui sera utilisé en fonction du contexte, des opportunités et de ce que les uns et les autres jugeront utile pour la cause, si j'ose dire. Et pour l'instant, il est très difficile, je parle sous tout contrôle, Arnaud, mais je pense qu'il est très difficile de dire la façon dont sera appliquée la loi. Clairement, c'est un durcissement, mais ils en feront ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ça peut n'avoir absolument aucun impact. Il va falloir attendre encore un petit peu. On a Philippe de Lyon qui nous dit un grand plaisir de nous retrouver. Nous aussi, ça nous fait plaisir de nous suivre, Philippe. Voilà, excusez-moi, ce n'était pas une question. Il nous disait bravo pour la qualité de vos briefings, une synthèse claire et précise, dépoussiérée de toute propagande. Tenez bon, et on tiendra bon, Philippe de Lyon, et tient bon aussi. On avait une double question, alors qui était très importante. La première question est-il y aura-t-il une édition collecteur en DVD des meilleures blagues de Pavel au cours de ces 100 briefings? Alors là, tout dépend de notre directeur de la communication, Grégoire, qui censure énormément les blagues de Pavel. Pavel étant à Paris, on va lui demander s'il accepte de faire un enregistrement de ces blagues. Et combien il prend, c'est rien du tout parce qu'il est employé de la chambre. Mais en tout cas, je vous promets que si on peut faire un collecteur, on le fera. Anne? Oui, je propose qu'on les édite, qu'on en fasse un livre avec des QR codes pour pouvoir entendre Pavel les faire, ces blagues. Merci Yann, on va faire ça. Mais on nous pose aussi une seconde question. Quel est l'état de l'échange postal entre la Russie et les pays dits amicaux? Alors, je ne sais pas quel est l'état. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je reçois des lettres de France de temps en temps. Donc, ça marche toujours. C'est pas forcément très rapide, mais ça n'a jamais été rapide. Que savons-nous du taux d'inflation en Russie et de la tendance sur l'année? Oui. Alors aujourd'hui, en tout cas, il y a une dizaine de jours, je crois que c'était les derniers chiffres disponibles, en rythme annuel, l'inflation était légèrement supérieure à 12%. Elle a été à un niveau plus élevé au printemps, et le gouvernement et la Banque centrale ambitionnent de revenir à la cible, c'est-à-dire 4% en 2024. Mais on est plutôt sur une tendance à la décélération, lente, mais le pic semble passer. Une question plus politique. On a parlé beaucoup ces derniers briefings de potentielles discussions importantes, une hypothétique cessez-le-feu, mais y a-t-il une vraie volonté derrière, vu que l'Ukraine semble avoir la main sur le terrain, ou est-ce que la diminution de l'approvisionnement en munitions pourrait pousser encore plus à négocier? Parce que j'entends dire, Igor aussi, c'est qu'en ce moment, il y a des négociations souterraines qui ont lieu, notamment entre les Américains et les Russes. Je ne sais pas ce que tu en penses et si tu as des informations. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a comme on dit dans le langage, il y a des faisceaux d'indices concordants qui semblent attester que les Russes et les Américains se parlent à travers certains canaux, dans certains lieux, on ne peut pas en dire vraiment plus, hein. Et donc en dehors de la présence des Ukrainiens. Ça, c'est visiblement quelque chose qui semble quand même se passer.
Maintenant, dans quelle mesure ça peut déboucher, on n'en sait rien. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que sur le terrain, les combats continuent tous les jours, qu'il y a des facteurs qui vont peut-être les faire relativement ralentir en intensité avec l'arrivée effectivement de l'hiver, du gel. Enfin, il y a des choses qui vont un petit peu évoluer. En tout cas, les Américains semblent compter dessus. C'est ce que disait une fois de plus le chef d'état-major américain, M. Milley, en expliquant que l'hiver était une bonne opportunité pour essayer de renouer un dialogue. Il n'est d'ailleurs pas le seul à l'avoir dit aux États-Unis. Et puis, bon, en France, on l'a déjà dit en début de semaine, M. Macron, le président Macron aussi parlait de nécessité de reprendre les discussions. Voilà, mais pour l'instant, de ce qu'on peut mesurer sur le terrain et dont on ne peut pas parler ici pour les raisons que chacun comprend, on voit rien qui ne laisse penser qu'il y aura comment dirais-je, un arrêt des combats dans un avenir, j'allais dire, visible. Donc, à suivre. Oui, je vais dans le même sens effectivement qu'Igor. Simplement, aucune des deux parties, l'Ukraine et la Russie, ne souhaite et n'a intérêt aujourd'hui à ce que ça cesse. Les Ukrainiens sont dans une logique, dans une dynamique positive sur le terrain et donc pensent pouvoir aller plus loin. Par ailleurs, des déclarations qui sont faites très officielles sur l'objet des négociations. L'objet des négociations vu de Kiev, c'est le retour aux frontières de 91, c'est-à-dire y compris la rétrocession par la Russie de la Crimée. Et la Russie, qui ne négociera jamais sur la Crimée, il faut être très clair, pense, ou espère en tout cas, renverser la tendance sur le terrain dans les mois qui viennent. Donc, au-delà des appels, des discussions en coulisses, encore une fois, les deux belligérants ne le souhaitant pas, on ne voit pas comment ça peut aboutir à court terme. J'ai peur que nous assistions au 150e briefing, que vous assistiez au 150e briefing, malheureusement. C'est une situation qui risque de durer et ce qui nous fait beaucoup de peine. Juste une petite précision sur les colis. On nous dit qu'une personne, l'un de nos auditeurs, a envoyé un colis de Prague à Moscou. Ça a pris 3 semaines et ce n'était pas un colis prioritaire, mais il est arrivé. Donc voilà. Anne, on va te passer la parole. Alors, Anne, il y a une chose que l'on constate, c'est qu'on casse les relations politiques, économiques, mais aussi culturelles, universitaires, scientifiques, sportives, chose qu'on n'avait jamais vue du temps même de l'Union soviétique ou du temps de l'Union soviétique en pleine guerre froide. On avait toujours maintenu ces relations culturelles, scientifiques, universitaires et sportives. Aujourd'hui, on veut les casser. Tu donnais un excellent exemple avec la disparition de Tchaïkovski sur le ballet de Casse-Noisette, mais on a beaucoup d'autres exemples qu'on peut donner. Donc, Anne, peux-tu nous faire un petit point sur l'avenir des relations culturelles franco-russes et sur leur importance surtout? Alors, l'avenir des relations culturelles franco-russes, ben, pour le moment, bien malin serait celui qui pourrait le prédire. Et moi, je n'y risquerai pas. Il est clair que pour tout le monde, pour tous les acteurs du monde culturel, le 24 février a été un choc dont on se remet quand même très mal, tous, les uns après les autres. Beaucoup d'acteurs culturels, et notamment dans l'édition, ont décidé que rien de russe ne devait paraître et on ne devait rien faire paraître de français en Russie, en tout cas couper complètement les liens. C'est une réaction qu'on peut considérer comme affective, suite d'un affect moral à certains égards pour certains. C'est une réaction qu'on peut peut-être comprendre à chaud. Je pense que à moyen et long terme, c'est une erreur parce qu'on aura un mal fou. Il y a un moment où il y aura un après. Alors peut-être après le 350e briefing, j'espère que non, j'espère que ce sera avant, mais il y a un moment où il y aura un après. Et je pense qu'il faut qu'on est dans le même cas de figure pour le domaine des relations culturelles que pour les entreprises et que
l'attitude adoptée par la CCIFR, à savoir de maintenir ce qui a déjà été fait, maintenir ce qui a été réalisé, essayer de sauver ce qui peut l'être, parce qu'après tout, pendant 30 ans, c'est-à-dire depuis 91, il y a eu énormément de choses faites, y compris dans le domaine culturel. Je crois qu'il faut essayer de préserver ça le plus possible. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais ça veut dire essayer de sauver les meubles d'une part et de voir ce que pourra être éventuellement l'avenir dans des conditions pas simples. Alors, c'est à ce titre que la CCIFR est ce soir pour une intervention publique. Irina Prokhorova, directrice d'une grosse maison d'édition, d'une des plus importantes maisons d'édition et revues intellectuelles de Russie, qu'elle a fondée et qu'elle dirige toujours, les éditions NLO, qu'elle a fondée, qu'elle dirige toujours dès 1992, qui a un catalogue d'abord très important et d'une très grande qualité, et qui est un petit peu sur la même position que moi en l'occurrence, c'est-à-dire il faut continuer tant qu'on peut continuer. Et ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'était tout à fait intéressant parce que elle a publié énormément de textes de penseurs occidentaux, pas seulement occidentaux d'ailleurs, mais aussi de penseurs russes contemporains ou moins contemporains, en disant, bon, j'avais très envie de faire connaître en Russie tout ce que, au temps de l'Union soviétique, on n'avait pas pu connaître au niveau de l'évolution de la pensée intellectuelle en Europe et en général en Occident. Mais j'avais aussi envie de montrer, de faire connaître à l'Occident tout ce que, pour des raisons d'ignorance, de mépris, peut-être de sentiment de supériorité, l'Occident ne connaissait pas de la pensée russe et des évolutions sociétales russes, sociétales, philosophiques, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être écouté. Elle n'est pas la seule, disons que c'est une figure emblématique de cette édition, ces maisons d'édition russes qui ont fait un travail magnifique et vraiment, c'était pas simple et ça ne l'est toujours pas. Elle dit, aujourd'hui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le durcissement. Elle dit aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas s'attaquer après s'être attaqué à la presse? Est-ce qu'on ne va pas s'attaquer directement aux maisons d'édition? C'est très possible. Elle ne l'exclut pas. Elle dit tant qu'on pourra continuer, on continuera. Et je crois que, encore une fois, j'ai vu plusieurs autres, je travaille avec plusieurs autres maisons d'édition ici qui ont la même position et qui font un travail de réflexion, qui sont très contents quand on décide pour un projet particulier, plus généralement, de coopérer avec eux. Ils sont absolument ravis parce qu'ils se sentent, il y a un sentiment de solitude et de rejet qui est pour eux très, très difficile à supporter. Bon, par ailleurs, paradoxalement ou pas, j'en sais rien, mais ça peut paraître étonnant, pour en revenir aux relations culturelles ou universitaires entre la France et la Russie, et je terminerai là-dessus, on a constaté cette année une augmentation non négligeable du nombre d'étudiants ou d'adultes ou d'élèves qui ont décidé d'apprendre le français. Et ça, c'est un petit peu étonnant dans la situation. Merci beaucoup, Anne. Tu viens de rappeler l'importance de ces relations culturelles et il faut les maintenir. En fait, c'est qu'un certain nombre de personnes, notamment en Occident, souhaiteraient casser toute relation, ce qui serait absolument dramatique, parce que nier l'importance de la culture russe, que ce soit sa littérature, la musique,
voir la peinture, l'influence de la culture russe sur l'Occident serait absolument désastreuse, serait désastreux. Mais il est né de même pour la culture, bien évidemment, occidentale sur la Russie. Donc, il faut absolument qu'on maintienne ces relations. C'est ce que Anne fait en dirigeant la maison d'édition Nouveaux Angles en Russie et les inventaires en France. Mais c'est quelque chose, Anne, on te remercie pour justement tout ce que tu peux faire et il ne faut jamais insulter l'avenir. Et il est donc absolument clé de conserver ces relations. Je ne sais pas si Arnaud ou Igor, vous avez une question pour Anne, non? Mais c'est que Irina Prokhorova, dont tu parles, est effectivement quelqu'un d'extrêmement important en Russie et quelqu'un qui est écouté. Donc, on risque d'assister, enfin, c'est pas qu'on risque, c'est qu'on va assister à une conférence très intéressante. Je pense. Quelque chose qui m'a frappé en revoyant un petit peu ce qu'elle avait fait. En 2010, elle avait organisé un débat, une discussion avec le Goethe Institute de Moscou sur le thème « Le présent du futur ». Et en fait, j'ai regardé un petit peu plus en profondeur, c'était le présent du futur et l'avenir du présent. C'était en fait essentiellement, ça tournait autour de l'architecture, les villes nouvelles, etc. Mais je pense que c'est vraiment le nœud du problème aujourd'hui pour les relations culturelles entre la France, mais aussi l'Europe et la Russie. C'est vraiment là, on est dans le présent du futur et ce que ça va donner. Il faut faire très attention. On nous parle de non-fiction. Alors, non-fiction, c'est le salon du livre en Russie et non-fiction a lieu bientôt, Anne. Oui, absolument. Ça commence le 1er décembre jusqu'au 6. C'est au Gostiny Dvor, comme depuis plusieurs années. À côté du Kremlin. À côté du Kremlin. Les éditions NLO de Irina Prokhorova seront au stand C1 pour ceux qui seront à Moscou. Elle a toujours un stand absolument énorme, vu son catalogue, et vraiment passionnant. On trouve plein de publications passionnantes. Et nous, les éditions Nouveaux Angles de Moscou, qui sommes plus modestes parce qu'on est plus jeunes, on sera au stand B28 et on sera ravis de vous voir si cela vous dit. Et on est plus jeune, ça se voit, Anne. On nous conseille l'éditeur de BD Boom Kniga. Voilà, c'est un de nos auditeurs qui est très concerné par la BD. Je remercie aussi Eric d'Allemagne, qui était l'un ancien membre du conseil d'administration qui est présent et qui nous dit bonjour. Et on te salue bien aussi, Eric, et on espère que tu vas bien, y compris Arnaud Benoît qui est face à moi, qui te salue. Mais voilà, alors puis je voudrais surtout féliciter Anne, qui aujourd'hui a un grand article dans Le Monde pour la féliciter pour la qualité de ta traduction. Tu as eu un prix pour la traduction d'un livre que tu as écrit, c'est La mémoire de non, la... je n'ai pas écrit, je l'ai traduit. Tu n'as traduit. pas écrit, tu as traduit, pardon. C'est La mémoire de la mémoire, c'est ça? Non, En mémoire de la mémoire. En mémoire de la mémoire. Mais je ne crois pas que l'article soit d'aujourd'hui. Je pense qu'il est déjà un peu plus ancien, mais je ne l'ai pas vu, c'est tout. Et j'ai appris aujourd'hui. Non, mais surtout, ce livre a reçu le prix du meilleur, enfin, va le recevoir le 1er décembre, le prix du meilleur livre étranger. Ce qui est vraiment très bien pour l'auteur. C'était un livre très moyen, mais qui a une traduction excellente. Oui, c'est ça. L'auteur, c'est Maria Stepanova. On en a beaucoup parlé depuis la parution de son livre. Et c'est bien parce que, d'une part, c'est un livre russe qui a eu un livre d'un auteur de Russie qui a eu un prix, un grand prix aujourd'hui en France, qui n'était pas absolument évident. Et d'autre part, c'est vraiment un livre de qualité qui fait réfléchir. C'est vraiment tout à fait bien.
Voilà. C'est une bonne nouvelle, en tout cas. Une belle conclusion sur ton intervention, Anne. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, pour vous remercier pour nous avoir suivis pendant ces 100 briefings. On va continuer, bien évidemment. Je vais rentrer dans ma boîte, mais Anne prendra la suite des briefings parce que Gilles et Pavel seront toujours à Paris. Mais merci infiniment. Ça nous fait plaisir de vous retrouver, de savoir que vous êtes là et à très, très bientôt. Merci. Tenez bon. La CCI France Récit reste à vos côtés.